Rebonsoir. Bon, on a pas une comédie, mais il y a eu pas mal de rires quand même pendant cette projection. Rebonsoir et bienvenue à nos deux invités que je remercie de leur présence. Donc, Johanna Brett. Johanna, vous êtes partie civile. On l'abordera, mais l'affaire n'est pas terminée. Un procès en appel qui se tiendra prochainement. Vous êtes membre du collectif Les Filles du DC-10, hein, du nom de cet avion qui a été la cible d'un attentat en 1989, quand abordé dans le film. Et votre maman était à bord de cet avion en tant que hôtesse de l'air. Elle fait partie des 170 victimes de cet attentat. Il y avait 54 Français à bord de ce vol. Vous nous expliquerez comment vous vous êtes retrouvé impliqué dans ce procès en tant que partie civile. Merci encore d'être là. Fabien Escalona, on va se tutoyer parce qu'on travaille dans le même bureau pour tout dire. Fabien, tu es journaliste à Mediapart, tu es chef du service international. Alors, tu n'as pas eu à travailler directement sur cette affaire, mais tu nous raconteras peut-être aussi comment la rédaction de Mediapart s'est retrouvée finalement impliquée sur cette affaire, enfin embarqué, j'allais dire, par cette affaire. Je précise aussi que tu as été enseignant en sciences politiques et chercheur associé à Sciences Po Grenoble et que tu pourras aussi nous donner ce point de vue un peu de politologue, j'allais dire, sur les dimensions plus politiques, voire aussi médiatiques de cette affaire. Peut-être juste avant d'entamer la conversation, deux éléments de contexte très récents qui ne sont pas abordés dans le film et pour cause qui se sont déroulés tout dernièrement après donc la sortie du film. La première date, c'est le 25 septembre, donc date de la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs. Donc condamnation à 5 ans de prison ferme, donc une condamnation en première instance, mais avec exécution provisoire, ce qui explique que le 21 octobre, donc c'est la deuxième date, Nicolas Sarkozy ait fait son entrée à la prison de la Santé et il dort depuis. Depuis, j'allais dire, l'attention médiatique s'est beaucoup portée, détournée du fond de l'affaire pour s'intéresser aux conditions d'incarcération, pour faire écho aussi aux contre-offensives des défenseurs de Nicolas Sarkozy et de Nicolas Sarkozy lui-même, qui mettent en cause la justice d'une part, les médias, les journalistes qui ont enquêté sur cette affaire d'autre part, et je pense qu'on y reviendra aussi. Voilà, je vais lancer quelques questions et puis après on vous passera la parole assez vite pour que l'échange soit le plus vivant possible. Mais pour commencer par vous, Johanna, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes retrouvée partie civile dans ce procès? Que je pense que c'était pas forcément évident que le lien soit établi entre l'attentat de 89, même si voilà, le film explique très bien le rôle central qu'a joué Abdallah Senoussi dans tout ça. Mais comment vous êtes arrivé à devenir partie civile dans cette affaire? Grâce à Mediapart, hein. Vraiment, quand ils ont débuté leur enquête, ils se sont assez rapidement rapprochés de nous. Faut savoir que donc, nous, ayant perdu des proches dans le DC-10 du Théa en 89, des années plus tard, on a créé l'Association française des victimes du. On est plusieurs anciens de ça. Donc il a été assez facile de remonter la piste et de venir jusqu'à nous. Donc c'est vrai qu'ils nous ont un peu tenus au courant, que ce soit Fabrice Arfi, Karl Lasquet, de l'avancée de leur et il y a maintenant 3 ans, suite à des discussions entre Daniel Klein, que vous avez vu à l'écran, Fabrice Arfi et puis notre avocate qui est Laure Hennick, on s'est dit qu'il y avait effectivement une place pour nous au sein de cette affaire. Donc on a décidé de se constituer partie civile et on a très vite su que c'était une très bonne idée parce que ce qu'on appelle les audiences de fixation, donc qui sont les audiences d'organisation du tribunal pour dérouler du procès, l'avocat de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était Thierry Herzog, qui depuis a été condamné, a perdu son de manque de probité, a dit très gentiment: mais qu'est-ce qu'elles foutent là, les victimes du décès d'Ils? Elles ont vu de la lumière, elles sont rentrées. Ce jour-là, on s'est dit: bah, on a notre place sur les bancs des parties civiles, et donc on s'est lancé à corps perdu, dirais-je, mais en tout cas avec beaucoup d'envie d'aller jusqu'à la vérité, et là, de fait, une condamnation. Vous avez souvent dit dans de précédentes interviews ou entretiens que
une des motivations, c'était d'obtenir justice. Ouais. Est-ce que vous considérez, là, depuis le 25 septembre, avoir obtenu justice ou pas? Alors, il y a 3 choses pour lesquelles nous, on y est allés. La première, c'est qu'on avait un besoin d'être entendu par un tribunal. Ça n'était jamais arrivé. Il y a bien eu un procès en 99 par contumace qui a duré 3 jours. Aucun partie civile n'a été écouté, aucun avocat n'a vraiment pu plaider, on va dire, la et le préjudice des victimes. Donc on avait cette nécessité-là. Donc on a été assez nombreuses, on a été 13, je crois, à témoigner face au tribunal et donc face aux prévenus. Donc, et la deuxième chose, c'était pour obtenir la vérité. Nous, on attendait la vérité de ces hommes. On attendait qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui fasse amende honorable et qui reconnaisse qu'effectivement, ils avaient fauté à bien des égards, et entre autres en allant à la rencontre. Et la troisième chose, effectivement, c'était d'obtenir justice. Et pour nous, il y a eu justice. La justice, elle passait par la reconnaissance des faits. C'est-à-dire que dans une institution aussi importante que l'institution judiciaire, qui soit reconnue, qu'effectivement, ces hommes-là, principalement Nicolas Sarkozy, comme le dit très bien Fabrice Arfi, il fonctionne quand même vraiment de manière clanique, hein, même encore au sein du tribunal. Ça a été le cas. Alors, on n'a pas été reconnu dans tous nos préjudices, donc c'est aussi pour ça qu'on va en appel et parce que des personnes ont aussi été relaxées de certains chefs d'accusation pour lesquels on estime qu'on peut encore travailler et faire avancer les choses. Typiquement, le sujet de corruption pour Nicolas Sarkozy, hein, aujourd'hui, s'il n'a pas été condamné sur le sujet, c'est parce qu'à l'époque, il n'avait pas de mandat électif, pas de dépositeur candidat à l'élection. S'il avait eu un mandat quelque chose, très probablement peine supplémentaire. Et peut-être, dernière chose, avant de passer la parole à Fabien, Nicolas Sarkozy n'a pas eu de mots envers les partis civils. Vous attendiez à ce qu'il s'exprime? Qu'est-ce que vous attendiez de sa part au moment de sa condamnation, mais j'allais dire pendant aussi tout le procès Alors pendant le procès, on a eu un petit mot quand même, hein, on ne peut pas dire le contraire. Alors nous, on l'attendait plutôt quand même de Claude Guéant et de Brice Hortefeux, hein, qui sont ceux qui sont de visu aller rencontrer Abdallah Senoussi sans sécurité, sans avertir personne. Brice Hortefeux vous dirait qu'il a accepté de monter dans une voiture sans savoir où il allait, sans sa sécurité, d'avoir été complètement hallucinant. Donc d'eux, on attendait quelque chose. Ils n'ont jamais eu un regard. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont abordé le sujet, la personne qui le regardait, c'était Nicolas Sarkozy. C'était la personne dont ils voulaient avoir l'assentiment et qui dirigeait un petit peu tout ce monde-là. Nicolas Sarkozy a pris la parole à notre égard au moment où on a témoigné, c'est-à-dire qu'il a tenté d'interférer entre deux témoignages pour pouvoir justifier un petit peu de ce qu'il en était. Il aura eu 4 mots à la fin. Alors, honnêtement, je ne m'en souviens pas, mais ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il comprenait notre colère, mais qu'il estimait qu'il ne fallait pas faire de lui une victime pour pouvoir réparer notre préjudice. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même avec du recul, on se dit, il a presque eu une volonté peut-être de nous culpabiliser d'être là à lui dire que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Et concernant vraiment le jugement, alors nous, on a été absolument atterrés, hein, je pense que comme beaucoup de monde, mais on ne s'attendait pas à ça. Sincèrement, on a été préparé à beaucoup de choses, on avait pris le temps de se préparer à beaucoup de choses, mais pas à quelque chose d'aussi violent que le traitement médiatique qu'il y a eu et que les propos absolument acerbes et beaucoup trop convaincus pour être innocemment prononcés à l'égard, comme vous le disiez, de l'institution judiciaire et aussi des journalistes qui ont travaillé sur cette enquête, mais aussi des journalistes qui ont suivi le procès. Alors justement, pour revenir au travail journalistique, les premières révélations datent de 2011, elles n'ont jamais arrêté sur cette affaire, c'est une affaire hors norme pour la République et puis a fortiori pour la vie d'une rédaction, d'un journal. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment cette affaire, la place, l'ampleur qu'a pris cette affaire dans la vie de la rédaction de Mediapart, comment ça a été vécu, comment c'est encore vécu d'ailleurs de l'intérieur? Bonsoir tout le monde. Alors, avec la limite que moi j'étais pas présent au moment des premières révélations, parce que j'ai intégré le journal qu'en 2017-2018. Je me souviens, à la base, moi j'étais aussi sur l'organisation des émissions, donc on avait reçu des personnes
sur des premiers plateaux sur l'affaire libyenne, mais on était déjà en 2018. Et en fait, à ce moment-là, ça a toujours été présent dans le journal. On a souvent, voilà, on a organisé des plateaux, on avait la publication des papiers, mais si tu veux, nous, on est un quotidien, on est soumis au rythme de l'actu, donc enfin, on n'en parle pas tous les jours non plus. Et voilà, on savait de toute manière que c'était quand même une sorte enfin, dans l'histoire des enquêtes de Mediapart, qui ont fait la réputation de Mediapart, qui ont illustré aussi les engagements, les promesses du journal, que c'était une affaire clé, évidemment, et peut-être sans doute l'affaire la plus clé de l'histoire du journal, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu Cahuzac, il y a eu Bettencourt, d'ailleurs, il y a le film de fiction qui est sorti aussi à propos de C'est une idée pour Bettencourt une prochaine séance. récemment, voilà. Mais évidemment, à la fois la plus importante parce que la plus énorme par rapport à ce qui est en jeu, quand même. Et puis là, évidemment, ça s'est beaucoup accéléré. Le procès, on l'a beaucoup préparé. C'est-à-dire que tu disais que j'étais responsable du service international maintenant, c'est-à-dire que j'ai intégré aussi voilà, un organe chez nous qui rassemble les responsables de service et avec lesquels voilà, on a beaucoup préparé, avec bien sûr Fabrice et Michael Hajdenberg qui sont à la tête du service enquête en particulier, préparer cet événement, quand on savait que ça allait être un événement dans tous les cas. Et dans tous les cas, on s'est dit ça va mal se passer, pas pour nous en tant que journal, mais dans tous les cas, ça va être un déferlement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de condamnation, alors là, bon, ça va être déferlement d'attaques, Mediapart a menti, regardez, la justice les a déjugés, ainsi de suite. Et en même temps, s'il y a condamnation, il va y avoir tout un mécanisme de dénégation, et exactement ce à quoi on assiste là depuis plus d'un mois. Donc voilà, on savait que de toute manière, il y aurait un très très fort impact. Donc après, on s'est organisé là-dessus, à la fois éditorialement, pour produire de l'information sur le procès lui-même, et puis ce qu'on appelle la mise en scène, c'est-à-dire comment on accompagne ça en tant que journal, en sachant très bien qu'il y aura un déferlement médiatique avec des moyens tout autres que les nôtres. Donc après, si tu veux, il y a eu des tas de réglages sur qu'est-ce qu'on fait en interne, quel plateau Fabrice voilà, acceptera de faire, et ainsi de suite, quoi. Ce film fait partie justement de ce dispositif avec un rôle très pédagogique, parce que finalement il n'y a pas de nouvelles révélations dans ce film-là. Il reprend beaucoup de révélations. Justement, comment il a été pensé, le choix aussi de sa sortie à 2 jours d'écart du début du procès. Bien sûr, c'est loin d'être innocent. Enfin, voilà, le rôle pédagogique du film, il a été... Ouais, en fait, il y a 2 choses. Il y avait d'abord, maintenant, on fonctionne aussi avec des projets un peu exceptionnels qui nous sortent justement de ce rythme d'actu quotidienne à travers lequel on vit. Il y avait eu un premier projet qui avait, entre guillemets, rien à voir, mais un peu quand même via la question médiatique, qui s'appelait Media Crash, qui était un documentaire sur justement, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un écosystème médiatique où l'indépendance est si rare. Et puis, est venue la question de quel était le projet d'après, et il y avait effectivement cet horizon du procès, et est venu ce souci, comme tu l'as dit, de pédagogie. Honnêtement, moi qui n'étais pas au pôle enquête, qui n'ai pas suivi ça depuis le début avec voilà, beaucoup d'acuité, j'avoue que moi-même, ce film m'a beaucoup aidé à remettre en place toutes les pièces du puzzle, parce que là, c'est vrai que t'as c'est un peu la force du documentaire. C'est pour ça qu'on s'est fait accompagner par le documentaire. C'est pas un produit Mediapart, mais pas 100% Mediapart, parce qu'il y a un réalisateur, il y a une écriture derrière, avec cette idée de frise chronologique, avec ces différents intervenants. Et voilà, c'est une écriture un peu différente de ce qu'on fait dans des papiers de 10 000 signes, parfois un petit peu austère, mais incontournable. Là, tu as une forme, une écriture un peu différente, qui permet d'embrasser l'essentiel de l'affaire, qui crée aussi des effets comiques, enfin, un peu involontaires, mais c'est aussi à cause des prévenus, de leurs justifications qui sont parfois hallucinantes. Mais voilà, le film aide à faire passer toutes ces informations de manière la plus claire possible. Johanna, vous aviez suivi, j'allais dire, tous les détails de toutes les révélations depuis, je sais pas, depuis en 2011. Vous étiez peut-être un peu jeune, je sais, mais
À partir de quand vous avez commencé à... 2012. Moi, 2012, ouais, ouais. ouais, ouais. Les premiers éléments qui ont été un peu probants pour moi, c'est 2012. Ouais. Voilà, et depuis, et alors, au début, moi, c'était avec un peu de distance, hein, quand même, parce qu'effectivement, Mediapart était un organe de presse assez jeune. C'est absolument pas nous le discours qu'on avait de la part des politiques qui nous accompagnaient. Et puis surtout, Nicolas Sarkozy venait quand même très régulièrement aux commémorations de décès, du 19 septembre, donc qui est la date de l'attentat du DC-10. Plus gros attentat perpétré contre la France, qui jusqu'à il y a quelques années était en fait la journée nationale des victimes du terrorisme. Donc on voyait défiler tout un tas de politiques chaque année. Vous l'avez rencontré d'ailleurs? Ouais. Très régulièrement, enfin très régulièrement, non, mais régulièrement. Et on a retrouvé, alors très récemment, de manière très anecdotique, on avait un magazine qu'on sortait tous les ans à l'époque de l'association SOS Attentat, et on a retrouvé un extrait de discours de Nicolas Sarkozy qui date de 2003, nous disant qu'aucun terroriste n'avait sa place sur le territoire français et que jamais on ne pourrait négocier avec des terroristes. 2003. Et, voilà. Et oui, effectivement, moi je l'ai rencontré à une commémoration. Il est très gentiment venu me serrer la main et me mettre la main sur l'épaule en me disant qu'il fallait bien grandir et puis surtout être courageuse, quoi. Voilà. Mais en parallèle, on a su que les mêmes années, Monsieur Guéant, Hortefeux, allait passer du bon temps en Libye. Je me permets juste un petit détail sur la manière dont Mediapart gère un peu son calendrier, d'avoir sorti le documentaire 2 jours avant l'ouverture du procès. Il faut savoir qu'ils nous ont fait aussi un beau cadeau, c'est qu'ils ont, Karl Lasque, que vous voyez dans le reportage, dans le documentaire, pardon, a écrit un bouquin avec Vincent Nouzil, qui est un autre journaliste qui est indépendant, qui est un ancien de l'Express, qui s'appelle L'assassin qu'il fallait sauver, sur Abdallah Senoussi et sur l'organisation de l'État terroriste de manière générale de la Libye, mais de l'attentat. C'est-à-dire qu'ils ont remué vraiment tout un tas de choses qui nous ouvrent également des perspectives dans notre propre histoire de l'attentat et fait réouvrir l'enquête également auprès du parquet antiterroriste. Donc c'est une histoire qui est très très multiple, voilà, et dont on n'avait pas fini de parler. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions dans la salle? Oui. Bonsoir. J'ai 2 questions plutôt pour Fabien par rapport au traitement de Mediapart. Bon, déjà, bravo pour ce film. C'est vrai que j'avais vu Media Crash à l'époque, je l'ai trouvé super. Et on se partage un abonnement Mediapart avec ma sœur. Et j'ai suivi, j'ai reconnu le Squall aussi, d'autres enquêtes que vous avez fait avec LVMH. Un truc, moi, quand j'ai vu sortir toutes ces enquêtes depuis quelques années, je me suis dit, à un moment, il faut faire un film, il faut aussi faire un jeu vidéo, il faut faire des carnets pour les gosses l'été, il faut faire un manga, il faut faire une BD. Je veux dire, à un moment, si on veut que tout le monde comprenne l'étendue de ce truc-là, les articles, moi, je les trouve super, hein, le film aussi est super. Je me demande à quel point, justement, ce refrain de on n'y comprend rien, c'est trop compliqué, c'est qu'on sort aussi énormément sur l'histoire palestinienne et le conflit, que de toute façon, on n'y comprend rien, c'est trop compliqué. Le simplifier, le rendre accessible par plein de médias différents, permet justement d'en diffuser la vérité ou le contenu à un plus grand nombre de gens. Donc, je pense bien que Mediapart ne va pas éditer ses carnets de vacances, mais savoir quelles sont un peu les réflexions que vous avez sur d'autres moyens, peut-être, de diffuser ça ou de le rendre accessible à des gens qui ne sont pas nécessairement abonnés à Mediapart ou vont voir ce film. Et la deuxième question que j'ai, c'est par rapport au moins aux campagnes de dénigrement qu'il peut y avoir envers les journalistes de Mediapart sur cette enquête-là, mais aussi sur d'autres. C'est vrai que les journalistes, donc Karl Lasque et Fabrice Arfi, ils sont là depuis le début. Ils sont, j'imagine, devenus un petit peu des hommes à abattre ou ennemis publics numéro 1 et 2 ou ex aequo de la famille du clan Sarkozy. Comment, au sein de la rédaction, vous organisez un peu cette solidarité ou cette protection de vos journalistes, mais aussi de leur réputation, pour pas qu'il y ait des informations, des trucs qui se fassent qui entacheraient après la crédibilité des enquêtes. Alors, peut-être précision, en 3 mois, le film a fait 155 000 entrées, je crois, ce qui est gros succès pour un documentaire en salle. La question du jeu vidéo, comment ? Sur l'année 2025, sur cette année ? Ouais, ok.
Ouais, non, c'est vrai que c'était un très bel accueil. Alors, c'est vrai que contrairement à Mediacrash, là, il y avait vraiment eu une sortie en salle et moi, de fait, à Lyon, il y a eu des salles combles avec la présence de journalistes. Je crois que Edoui était venu accompagner le film aussi. Sur votre première question, bah, il y a les objets filmiques, comme celui que vous avez vu. Il y a aussi tout ce qu'on fait à travers nos émissions en accès libre. Donc, voilà, je fais de la pub pour notre chaîne YouTube et l'émission qui s'appelle À l'air libre, qui est animée le plus souvent par Mathieu Mayodex et qui est vraiment cette sorte de fenêtre en clair qui sert aussi justement à faire de la pédagogie de nos enquêtes ou de manière plus large, pour le coup, vous avez cité conflit, le conflit en Palestine. Pour le coup, on a fait une émission sur le cessez-le-feu, entre guillemets, à Gaza il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est aussi un format qui s'ouvre aux non-abonnés. Il y a eu des bandes dessinées qui ont été faites avec différents partenariats qui servent aussi à notre manière de raconter nos histoires. Donc voilà, on continue à travailler à ces nouvelles formes-là, même si le cœur de notre activité, voilà. Et oui, il y a eu la BD spéciale Sarko Kadhafi. Et puis après sur la solidarité, elle existe de manière générale, mais pas que avec Fabrice Eka. C'est qu'on est un collectif à la fois assez hétérogène. Maintenant, on a grossi et en même temps, il y a quand même cet esprit de corps, y compris face à l'adversité, qui fait qu'on a une rédaction assez soudée dans tous les temps de tempête, quoi. Et donc, ce qui vaut pour Fabrice Ekern, mais pour n'importe quel journaliste, quoi. Il y a vraiment... parce qu'il y a eu des cas où, bien sûr, ils se font attaquer, mais bon, parfois, voilà, publiquement, on a vu un peu le bagou qu'a Sarkozy quand il dénonce tout ça, mais il y a aussi des attaques qu'ont pu subir d'autres journalistes, notamment une collègue là, qui a été la cible de youtubeurs d'extrême droite dans certaines vidéos. Donc dans ces cas-là, il y a tout un accompagnement à la fois RH et juridique pour être sûr que l'intégrité, pas seulement physique, mais aussi psychologique, morale du ou de la journaliste soit préservée, bien sûr. Pour rebondir un peu sur la question des critiques, des dénigrements, etc., adressés aux journalistes, comment vous l'avez ressenti et vécu ce traitement médiatique, ces sorties publiques de Nicolas Sarkozy, mais pas que, hein, d'un certain nombre de responsables politiques Alors je vais répondre en 2 temps. Déjà, l'attaque directe qui visait les journalistes a été pour nous extrêmement brutale parce qu'on est vraiment en mesure de témoigner de leur investissement, de leur travail, de leur accompagnement vis-à-vis de nous et puis de leur présence. C'est-à-dire que ce soit Fabrice ou Karl, ils étaient là tout le temps. C'est-à-dire qu'ils se sont farcis toutes les audiences de A à Z jusqu'au bout. Et je prends l'exemple parce qu'on a vécu une semaine un peu compliquée sur la fin où Fabrice Arfi justement a été pris à partie par Alexandre Jory que vous voyez ici. Il a été menacé directement à la sortie du tribunal. Et cette même semaine, ce même homme est venu aussi à notre rencontre les parties civiles d'une manière un peu plus détournée, on va dire moins frontale. Mais on a pris un peu conscience de ce que pouvait traverser quelqu'un de vraiment impliqué et qui avait détenu des informations, comme ça pouvait être le cas pour Mediapart. Donc ils ont évidemment nos soutiens pleins et entiers depuis le début et jusqu'au bout, parce qu'ils ont fait un travail formidable. Après, ce qui concerne les sorties dans la presse, comme je vous disais tout à l'heure, nous, ça a été vraiment, vraiment un coup dur parce qu'on ne s'attendait pas à ça. En fait, on s'attendait au déferlement, on s'attendait à la violence, mais on ne s'attendait pas au mensonge. C'est-à-dire que moi, je ne m'attendais pas à voir sur des plateaux télé des types qui n'étaient pas au procès se faire briller en essayant d'expliquer que ce qui s'y était passé n'avait aucun sens et n'était absolument pas normal. Parce qu'il y a une vérité, c'est-à-dire que sur les plateaux télé, nous n'avons pas vu de journalistes, d'enquêteurs, ce qu'ils appellent, je me souviens plus de judiciaire, je crois, chroniqueurs judiciaires, mais bien des éditorialistes politiques, et donc des gens qui n'ont parlé principalement que de la forme et pas du fond,
Et pour nous, c'était une aberration. C'est-à-dire que vraiment, depuis, on rame, mais alors vraiment, on rame pour pouvoir avoir de la place dans les médias, avoir un peu de presse, que ce soit de la télé, de la presse écrite ou de la radio. Et alors, bon, nous, on est un peu habitués à être radioactifs en tant que victimes du terrorisme. On sait que dans tous les cas, depuis toujours, c'est jamais les gens qu'on a envie de voir sur les plateaux, parce qu'on a... Voilà, on ne s'attend jamais forcément aux réactions. Mais alors là, vraiment à double emploi, quoi. Et on s'est senti invisibilisés, silenciés, à un point qui nous a mis forcément en colère. Mais bon, après la colère, vient l'envie de continuer à faire de la pédagogie. Et entre autres, je suis très heureuse d'être là pour pouvoir échanger, parce que pour moi, c'est important de témoigner de ce que j'ai vu, mais aussi de ce qui se passe, quoi, parce que cette petite histoire qui est la nôtre s'inscrit quand même dans notre grande histoire à tous, qui est celle de notre pays, quoi. Justement, le média bashing ou le magistrat bashing n'est pas né non plus à ce jugement, mais est-ce que là, des limites ont été franchies Ah ouais, c'est marrant parce que ça a été souligné, c'est souligné par Molins dans le film. Et Il parle d'une vingtaine d'années. Voilà, bien sûr, non, évidemment que c'est pas nouveau, mais c'est vrai que là, ça prend une proportion encore plus forte parce qu'il y a un côté. Fabrice a fait un parti pris au moment des réactions médiatiques sur la condamnation en parlant de crime de lèse-majesté. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un ancien président de la République. Donc, ça prend une tournure où on voit tout un milieu. Tu as le clan, évidemment, Sarkozy, qui va forcément le défendre, mais aussi tu as tout un milieu où tu as une forme d'homogénéité, de classe sociale, de fréquentation, qui en fait n'en revient pas qu'on puisse condamner un président de la République qui puisse surtout se retrouver vraiment physiquement en prison. Mais du coup, ouais, ça me fait penser, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un point très important quand même par rapport à ce que tu évoquais ici, c'est qu'en fait, tous les journalistes qui se sont farcis les audiences, typiquement, qui vraiment se sont plongés dans l'affaire, qui étaient présents, qui ont écouté, en fait, la plupart quand même ont fait la pédagogie du verdict, même si ce n'était pas eux les juges, ils ont expliqué en fait le sens des décisions des juges, pourquoi ça paraissait pas si aberrant ou tombé du ciel, que ce soit évidemment chez nous, que ce soit à France... Laure Mottet au Monde, par exemple. Voilà, France Inter. Alors j'ai oublié son nom, il me pardonnera, mais notamment un chroniqueur du Figaro. Durand Soufflant. Voilà, Durand exactement. Soufflant. Incroyable. Voilà, qui lui a fait un travail très très sérieux, on va dire, dans le journal quand même de Dassault et dans le journal dans lequel Nicolas Sarkozy faisait ses grandes tribunes pour expliquer à quel point il était victime d'un acharnement judiciaire. Et en fait, dès qu'on donne la parole à ces journalistes, c'est effectivement un tout autre son de cloche que ceux qui sont payés à juste faire du commentaire et éventuellement à s'indigner qu'un ancien chef de l'État puisse se retrouver en prison, si bien qu'on a eu affaire à je dis une évidence, hein, mais c'est quand même, là il y a quand même un truc d'introspection. Nous on va à contre-courant de ça, mais quand même qui reste sidérant, même si on est sans illusion, c'est de voir quand même un pan entier de la sphère médiatique, et qui n'est pas juste les CNews et Europe 1 ou toutes les propriétés de Bouygues ou de Dassault très, très proches de Sarkozy, mais bien au-delà de ça, dans tout le reste en fait des médias mainstream, qui en fait tombent dans ce cadrage fou qui est de se dire ah là là, mais alors un président qui va en prison, est-ce que c'est grave, pas grave, et qui se pose jamais la question, mais comment on en est venu là, quoi. En fait, comment on est une démocratie où on se retrouve avec un chef de l'État qui est parvenu à ses responsabilités, avec toutes ces casseroles là. Comment on se retrouve avec un chef de l'État condamné de cette façon. En fait, il y a un côté honteux, quoi. Il y a un côté honteux, et en fait ça n'est jamais questionné, c'est qu'on renverse tout le temps la situation de « Ah mais comment peut-on le mettre en prison ?» Mais non, c'est plutôt la situation, comment un type comme ça a pu parvenir au plus haut sommet de l'État et rester impuni pendant autant d'années. Oui, on se retrouve à chroniquer ses lectures, le Comte de Monte-Cristo y compris. D'autres... Non. Faut savoir quand même que c'est très français, hein, parce que j'écoutais là il y a 3 jours justement Stéphane Durand Soufflant dans un podcast à France Culture où justement il parle du traitement médiatique. Je crois qu'il y a Younes Abzouz de chez vous qui y est, et il y a quelqu'un des jours, et où ils expliquent justement qu'en France, tous les journalistes se sont demandé qu'est-ce qu'il lisait, qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il allait faire de ses journées, et tout le monde, la plupart d'entre eux sont indignés. Par contre, dans la presse étrangère et même des journaux un peu, pas dire réac, mais on va dire qu'ils sont quand même plutôt tendance à droite, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, tout le monde a dit mais
la démocratie fonctionne en France. Enfin, c'est une fierté pour le pays, de ce pays-là, que ça fonctionne. Ça prouve qu'il y a quand même encore quelque chose un traitement qui est quand même plutôt correct. Donc c'est quand même chez nous qu'il y a un petit marasme qui est pas... Ouais, en fait, c'est ça qui est fou, c'est ce mélange, parce que moi, sur les réseaux, quelqu'un me cherchait des noises en me disant non, mais on reste avec une justice de classe, et puis de toute façon, il aurait dû être depuis longtemps en prison, puis il va bientôt en sortir, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a, je lisais un papier justement d'un politiste qui disait il y a plusieurs décennies déjà, le notable de province qui se retrouvait en prison, c'était déjà un événement. Maintenant, là, c'est un président de la République. Donc, quelque part, il y a un côté où, avec ça aurait été impensable en fait dans les années 70-80 qu'un président de la République, un chef d'État se retrouve vraiment physiquement en prison. Il y a quand même quelque sorte des privilèges qui tombent, qui sont abîmés quand même. Donc de ce point de vue-là, c'est un motif de satisfaction, c'est un progrès. Et en même temps, ça révèle quand même une forme d'anomalie française, c'est-à-dire cette étendue de corruption qui est quand même assez dingue, et ce système médiatique qui est en grande partie vérolé quand même. On a quand même une grande partie du système médiatique qui fait pas bien son boulot, quoi. Le prochain événement dans ce feuilleton, qui est encore loin d'être terminé, ce sera probablement la remise en liberté de Nicolas Sarkozy. Il a plus de 70 ans, il a de grandes chances de pouvoir sortir de prison dans quelques semaines. Est-ce que c'est un événement que vous redoutez, notamment pour l'exploitation médiatique qui sera peut-être faite de cette sortie de prison? Il y a le banquier, alors je lis mes notes là, Waïb Onasser, voilà, ouais. C'est ça, qui a été remis en liberté mardi dernier. Alexandre Jory, sa demande de remise en liberté devrait être étudiée aussi assez prochainement. Alors là, il sort. On saura a priori d'ici à la fin du mois de novembre si Sarkozy sortira ou pas. Mais... moi, j'aimerais vous dire que ça soit un non-événement. Ce serait quand même l'idéal qu'on traite ça comme une non-information. Parce que de toute façon, je veux dire, le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy en 2026 est absolument énorme. Parce qu'entre l'appel, le procès probable des fausses rétractations de Takieddine, dans lesquelles on sera également partie civile, parce qu'on a bien compris qu'il ne fallait pas lâcher le morceau, on sait que ce n'est pas terminé et qu'on sera amené à le recroiser. Donc... Après, nous, comme on a dit, on ne s'est jamais réjoui du fait qu'il aille en prison. On ne souhaite à personne d'y aller en prison. Pour avoir travaillé un peu dans le milieu carcéral, honnêtement, même à cet homme-là, je ne le souhaite pas, quoi. Mais on verra bien quels seront les choix et des journalistes, et des médias de manière plus large, et puis aussi de notre société. Qu'est-ce que nous, on va choisir de faire de cette information? Est-ce qu'on va choisir de mettre en avant les 300 personnes qui étaient devant chez Nicolas Sarkozy au moment de sa sortie pour aller en prison, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de mettre en avant les personnes qui se mobilisent pour que justement il existe quelque chose de plus clair et qui ait un peu moins de manque de probité dans nos circuits politiques, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va choisir de mettre Henri Guénaud aux 20h ce soir-là, ou est-ce qu'on va choisir quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si vous avez vu le complément d'enquête de la semaine dernière sur l'opération Sauver Sarko, je vous le conseille, parce que c'est vraiment une masterclass du déni, quoi. Des questions? On relance la parole. Vous avez ressenti le fait qu'on à mort les juges et à mort les journalistes? Oui, devant chez Sarkozy, effectivement. Ouais. Oui. Oui, et puis on a même quelqu'un qui... un gars de la manifestation qui a dit pas non loin d'un de nos journalistes, si j'en croise un de Mediapart, ça va mal se passer pour lui. Bon, voilà. Non, c'est effectivement désastreux. Enfin, ça témoigne d'une très faible culture démocratique, pour le moins. Et en fait, ce qui est assez désastreux, c'est que celui par qui ça arrive, même si Sarkozy lui-même n'est pas à l'origine de la manifestation, c'est plutôt son fils, si j'ai bien compris, qui n'a pas tout à fait demandé l'avis de tout le monde. Voilà. En fait, ça arrive du côté de la droite classique. En fait, disons que c'est pas Sarkozy, c'est
pour ça que la remise en cause des juges, elle est grave. C'est un ancien chef de l'État, c'est l'ancien chef de la droite enfin voilà, héritière du gaullisme, on va dire. Je ne veux pas dire qu'ils sont gaullistes, mais en tout cas, ils sont héritiers de ce courant-là, d'une droite classique, traditionnelle. Normalement, c'est pas la traduction d'extrême droite qui effectivement dit à mort les juges, à mort les journalistes. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point il est prêt à tout, c'est-à-dire qu'il se met quasiment à faire des sortes d'adoubements de Bardella ou du RN, parce que aussi, sans doute aussi par intérêt judiciaire. Et donc, on voit à travers ces dérives-là, à travers les expressions et les rapprochements qu'il a lui-même, cette sorte de porosité droite-extrême droite qu'il avait déjà installée politiquement, avec les thèmes et les termes de l'extrême droite qui avaient été repris sur tous les thèmes identitaires. On voit, depuis 2007, on voit bien cette bascule qui s'est faite. Il y a eu un gain momentané au moment de son élection, mais qui a été très, très, très chèrement payé par la normalisation de l'extrême droite. Et donc là, finalement, on a eu un volet judiciaire qui est un peu la continuation de cette dérive qui était déjà inscrite sur le plan politique et électoral, quoi. Et qui est aussi accentué, je ne sais pas si tu partageras la même idée, mais parce qu'on voit aujourd'hui en ayant un garde des Sceaux qui va visiter Nicolas Sarkozy en prison, quoi. Enfin, vraiment, la porosité dans la séparation des pouvoirs est absolument incroyable, quoi. Oui, au-delà des commentaires, il y a eu aussi des actes. Donc il y a la visite de Darmanin en prison, il y a eu aussi la réception de Sarkozy à l'Élysée par Emmanuel Macron à la veille de son incarcération. Là aussi, qu'est-ce que ça raconte du fonctionnement de notre 5e République? Tu as écrit un bouquin il y a quelque temps qui s'appelait Une République à bout de souffle, hein, c'est bien ça. Est-ce que la réaction d'une partie du monde politique à une affaire comme celle-ci, c'est aussi un symptôme d'une République à bout de souffle, un dysfonctionnement de la 5e et j'allais dire d'un bout à l'autre de cette affaire, parce que l'origine de cette affaire, c'est quand même aller chercher de l'argent, c'est un pacte corruptif pour financer une campagne présidentielle, clé de voûte du fonctionnement de notre régime, etc., etc. C'est un point qui est finalement assez peu souligné, je trouve, parfois, de se dire tout ça, in fine, c'était pour financer une campagne présidentielle, d'aller chercher des millions. Ouais, effectivement, des campagnes dont le coût s'emballe, des campagnes, enfin voilà, un trophée présidentiel qui a acquis une sorte de centralité dans notre régime, comme il y en a quasiment, enfin nulle part ailleurs en Europe, ou alors faut aller chercher aux États-Unis, où pour le coup, voilà, là on a une sorte de plutocratie absolue. Donc effectivement, en tout cas, c'est une élection qui, je dis pas qu'elle le crée, mais en tout cas, elle favorise un peu où elle peut inciter en fait des acteurs un peu scrupuleux à aller à la faute. Effectivement, ce que ça, moi je regardais plutôt le volet politico-économique de cet épuisement de régime, mais effectivement là on voit bien à quel point il y a une sorte de solidarité, de classe et de solidarité, justement parce qu'il a été chef de l'État. Voilà, je pense que Macron, il le justifie comme ça, de le recevoir. Et donc, ça prouve bien un peu cette sorte de place exacerbée, en fait, qu'a pris le chef de l'État, est beaucoup, beaucoup trop forte, en réalité. Et en fait, on en crève de plein de manières différentes. Mais ce qui est fou c'est qu'en fait, du coup, les politiques, effectivement, en fait, je pense que c'est trop gros. C'est-à-dire, les gens le voient, quoi. Genre, quand on parle je sais plus, je voyais un humoriste qui racontait ça aussi, qui s'amusait à penser comment Darmanin allait genre visiter n'importe quel kidam. Des chocolats. Ouais, voilà, en fait, ça apparaît. C'est là qu'on voit à quel point, effectivement, là, c'est les restes des privilèges que j'évoquais tout à l'heure. J'ai un peu perdu mon idée, mais bon, c'est pas grave. Ouais, si, non, c'était sur le débat sur l'exécution provisoire. Parce que, en fait, il se retrouve en prison alors qu'il y a appel, parce qu'il y a ce fameux truc d'exécution provisoire. Et en fait, il y a un vrai débat. Tu disais tout à l'heure, on se réjouit pas que quelqu'un aille en prison. Bah, de fait, personne, si. Mais donc, quand on essaye de penser la justice d'un point de vue de gauche, on essaye de penser que l'incarcération est pas forcément et toujours la bonne solution sur ce terme d'exécution provisoire. Est-ce qu'elle est toujours justifiée? Mais
Et je pense qu'il faut avoir ce débat, quoi, le moment venu. Mais en fait, c'est vraiment... C'est triste finalement que ça arrive juste parce que c'est un puissant qui en est la victime. Alors qu'en réalité, quand on fait les stats, on s'aperçoit que, évidemment, il y a plein de gens qui, pour des condamnations analogues, oui, en fait, ils sont l'objet d'une exécution provisoire. Oui, ils sont incarcérés. Et là, ça n'a jamais ému personne. Et en fait, voilà, on retombe sur notre histoire des éditorialistes de salon ou plus exactement de plateau télé ou de personnel politique à droite qui va voter des lois toujours plus dures sur les traductions judiciaires. Et tout d'un coup, en fait, là, ça y est, ils ont la lumière au moment où ça touche un puissant et quelqu'un dont ils se sentent d'une certaine manière proche, quoi. Procès en appel, vous serez aussi partie civile. Est-ce que vous avez commencé déjà à préparer cette échéance-là? Comment vous le... Alors effectivement, on commence un petit peu à en parler avec nos avocats, parce que nous, on était, je vais pas dire spectateurs, mais c'est vrai qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. Enfin, c'est hyper impressionnant, quoi, d'arriver dans une salle qui est pleine, avec beaucoup de journalistes le premier jour. Après, ils étaient un petit peu moins, mais bon, il y avait quand même beaucoup de public, beaucoup d'avocats. Enfin, c'est quand même très impressionnant. Donc, on était un peu dans l'expectative. On attendait d'avoir des réponses à des questions qu'on n'avait pas parfaitement formulé. Enfin voilà, on était un peu dans l'attente. Aujourd'hui, je pense qu'on se dirige à être de manière un petit peu plus incisive. Alors je dis incisive parce qu'on est vraiment un collectif de femmes, même s'il y a des parties civiles hommes, mais qui sont dans un autre groupe ou qui ont choisi d'autres avocats. Donc on a des questions qui sont quand même un peu plus aiguisées sur des sujets plus précis. Entre autres, on parle beaucoup des carnets de Choukri Ghanem. Nous, c'est quelque chose qu'on trouve absolument passionnant. Enfin, la tangibilité de cette preuve, elle est vraiment incroyable dans le dossier. Donc on va y aller. On va au feu, avec comme par feu de très très bons avocats, mais on a bien l'intention de ne pas lâcher l'affaire, parce qu'un type comme Thierry Gobert, all-in Nilo, alors ce qui est quand même une des grandes fiertés de Fabrice quand il le raconte, c'est toujours assez rigolo autour de la maison, des bars sur place. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, de Monsieur Gobert a investi dans des bars en Colombie donc le bled s'appelle Nilo, et il a choisi de nommer ces bars le Nibar et le Nichon, voilà, qui sont des bars qui sont à proximité de garnisons militaires américaines. Donc vous imaginez le bon goût du type. Donc ce mec-là a été relaxé. Nous, on n'est pas d'accord, quoi. On pense qu'il y a des choses à creuser. Alors on ne fait pas la justice, évidemment, mais on a encore des questions à poser. Donc on y va de manière un peu plus incisive que pour le procès en première instance. Est-ce que vous avez vous aussi des questions à poser? Oui. Sarkozy fait appel et vous aussi vous faites appel. On fait tous appel. Le parquet fait appel aussi. Le parquet fait appel, toutes les parties civiles font appel. Vous êtes tous d'accord pour faire appel. C'est ça. Les 3 associations de corruption font appel, parce que c'est quand même historiquement la première fois que les 3 associations de corruption françaises sont sur le même banc des parties civiles, pour dire à quel point ça a quand même mobilisé les foules. Et tous les prévenus font appel. Oui, d'ailleurs, je suis membre d'Anticor, je peux témoigner qu'effectivement, on fait appel aussi. Et la deuxième question que j'ai, c'est le dossier initial qui a déclenché l'enquête auprès de Mediapart. Est-ce qu'on sait un peu plus maintenant d'où ça venait, de qui, et est-ce qu'il y avait une intention? Le fameux document Takedin. Alors, tu peux le dire là ce soir, on est entre nous. Oui, la fameuse grotte d'Ali Baba là, de Fabrice. Oui. Un point technique sur l'appel, le parquet, je crois, a fait appel pour que les prévenus puissent être condamnés des autres chefs d'inculpation. Enfin, sinon, en gros, la cour d'appel n'aurait pu statuer que sur les condamnations de première instance. Ouais, voilà. Ça, en gros, on reprend le dossier du départ. Ça réouvre l'entièreté du procès. Ouais. Donc, il est possible que ça dure à nouveau 3 mois et demi. Comme il est possible que ça dure moins longtemps parce qu'ils n'ont pas forcément envie de réécouter tous les témoins. Et donc certains, alors là je veux dire un truc pas très sympa, mais dont un spécialiste demandé par Nicolas Sarkozy, monsieur Ancel, qui était appelé à témoigner pour parler de la Libye et de comment se passait la vie en Libye, qui n'a jamais mis les pieds en Libye, qui n'a jamais écrit sur la Libye et qui était Frédéric Ancel, hein. Oui, et qui était bien
bien incapable de dire autre chose, hormis que M. Kadhafi était quelqu'un qui avait l'air relativement instable. Voilà. Ça nous a pris une demi-journée. Je sais plus, il y a une main qui s'est levée ici. Peut-être madame, et puis après... Ouais. Question très subjective. Est-ce que, paradoxalement, la condamnation d'un chef d'État, Nicolas Sarkozy, est-ce que ça va avoir une incidence positive ou un cercle vertueux sur la démocratie ou amener, je sais pas, d'autres affaires ou d'autres politiques seraient impliquées et que ça fasse un peu haro J'espère, moi, mais après, je pense que Mediapart a suffisamment d'enquêtes en cours pour peut-être un jour faire éclore de nouveaux dossiers. J'espère pas aussi gros que celui-là, mais... mais en tout cas, oui, je l'espère. Je pense que c'est plutôt... Je pense que en tout cas, voilà, ça doit aller jusqu'au bout, mais le fait même que justice soit rendue est en soi vertueux, quoi. Le fait même que l'affaire ne soit pas restée juste dans les cartons ou juste, entre guillemets, une révélation de presse, qu'il y a un traitement judiciaire, oui, ça, je pense que c'est vertueux en soi. Après, les effets, je pense que de toute façon, on ne peut pas le dire aujourd'hui, alors qu'en plus, on attend un appel qui, par ailleurs, d'ailleurs, est assez risqué pour Sarkozy, parce qu'aller en appel, c'est pas forcément toujours bien vu, en fait, quand on montre qu'en fait, on n'a pas compris, qu'on n'est pas d'accord avec la condamnation initiale. Donc, c'est vraiment à double tranchant pour lui, potentiellement. Ce sera probablement les mêmes procureurs. Donc, c'est vraiment, mais comme c'est un tellement gros dossier, une tellement grosse enquête, les juges seront différents, mais ce sera probablement les 3 mêmes procureurs qui seront en commande. Dans toute affaire de corruption, quand il y a un jugement ou des révélations, etc., quelque part, c'est des progrès. Enfin, ça peut être aussi analysé, et ça l'est assez peu finalement, mais analysé comme un progrès pour plus de transparence, pour un meilleur fonctionnement de la vie politique, etc. Et là, c'est malheureusement recouvert par les polémiques qu'on a déjà abordées. Mais... Et pardon, ouais, justement, pour aller dans le sens un peu inquiet quand même, c'est en fait, c'est vertueux en soi. Après, tout dépend, par exemple, ce qu'on en fait. Par exemple, le parquet national financier, si je ne me trompe pas, la création est récente et elle est postérieure justement à l'affaire Cahuzac. Pas pour faire juste de la pub, encore une fois, au journal, mais voilà, c'est pour ça que Fabrice souvent plaisante en disant on a contribué à faire rentrer des sous pour l'État français. Voilà, mais et là, dans l'affaire Sarkozy, ce qui est plus gênant, parce que donc à l'époque, la gauche quand même réagit par rapport, enfin la gauche au pouvoir, ou François Hollande au pouvoir, réagit par rapport à ça. Là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus inquiétant parce qu'on a quand même le spectre d'une extrême droite qui est très forte, qui potentiellement pourrait accéder au plus haut sommet de l'exécutif, qui a elle-même des affaires en cours et qui est elle-même dans une dénégation quelque part de la pertinence de la justice quand il s'agit d'elle. Donc il y a des formes de solidarité un peu toxiques qui peuvent se créer par-delà les camps. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que quand même, quand on a un événement comme celui-là, alors c'est un événement, on l'a dit, médiatique très fort, même si il n'a pas la couleur qu'on espère. Mais ce qui est fascinant, c'est que du côté de la gauche même, il y a quand même une forme d'atonie. C'est-à-dire qu'on a quelques responsables politiques qui ont, voilà, comme je pense à des gens comme Benjamin Lucas, etc., qui ont un peu tenu la tranchée, quoi, justement, dans les médias pour lesquels ils étaient sollicités. Mais quand même, l'ensemble des réactions est assez pauvre. C'est-à-dire que la communication officielle des partis assez pauvre, voilà, c'est vrai du PS. Alors vous allez me dire, ils sont tous occupés à l'Assemblée, certes, mais enfin bon, voilà, quand on a une prétention à être une alternative démocratique, qu'on a un tel événement, concernant un ancien chef de l'État, ça laisse un peu mitigé. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, vous avez trouvé quasiment rien non plus. Bon voilà, lui-même qui était engagé à expliquer que voilà, quand ça concernait lui sur des affaires qui évidemment n'étaient pas du tout de la même intensité ni de la même gravité, mais qui agitaient ce spectre du lawfare, l'usage de la justice
contre un adversaire politique. Donc en fait, voilà, c'est cette atonie politique qui a traversé quasiment l'ensemble de la gauche, et pour le coup assez dommage. Et qui est quand même d'autant plus flippante, moi je trouve, quand on sait qu'on a un gouvernement en place qui justement... alors moi je l'ai qualifié d'un peu schizophrénique, et je reparle de Gérald Darmanin, mais qui quand même dans la même matinée vous annonce qu'il va visiter Nicolas Sarkozy en prison en tant que garde des Sceaux, et pas en tant qu'ami ou en tant que n'importe quoi, et qui 1h30 après se retrouve à France Inter et explique yeux dans les yeux à la journaliste qu'il compte mettre les victimes au centre de sa politique. C'est complètement fou que même sur ça, aucun dirigeant politique ne réagisse. Et nous, on a eu très très peu de retours, notamment des politiques, à part, je les cite parce qu'ils sont deux, hein, c'est simple. Hein. On a eu François Ruffin et un qui a quitté la politique, mais bon, qui est quand même très ancré à gauche, qui est Monsieur Hamon, qui est Benoît Hamon. Quoi. Mais sinon, rien du tout. Quoi. Monsieur ? Moi, juste, je voulais savoir, à un moment donné dans le film, on évoque le retournement en 2011, lorsque la France attaque la Libye après les révolutions arabes. Je voulais savoir si qu'est-ce qui expliquait ce retournement, et est-ce que dans le dossier on a des éléments comme quoi il y avait des risques que ça sorte et qui expliqueraient le fait que la France a été en pointe dans cette intervention. Non, en fait, ça, on n'est pas en mesure de le documenter. Et on peut tout à fait, on est dans le contexte des printemps arabes. La question d'une intervention se posera plus tard sous Hollande à l'égard de la Syrie, par exemple, où Hollande était très partant. Il se trouve que c'est le refus des Américains d'y aller qui fait que finalement il n'y a pas eu d'intervention. Là, dans le cas libyen, de fait, la France faisait partie des puissances motrices assez clairement. Mais voilà, de là à tirer des fils en disant il y avait des risques que ça sorte, etc. Vous voyez, là, on entre sur un terrain beaucoup plus glissant. Mais le fait est que voilà, quand vous avez une condamnation pour association de malfaiteurs avec un tel régime, forcément, ça fait regarder l'intervention d'un œil un peu différent. Et pour le coup, vous pouvez très bien imaginer que, en tout cas, des élus, par exemple, veuillent en savoir plus. Alors bon, après, il y a le problème aussi j'imagine, voilà, des obstacles à certaines archives, à certaines données, mais il peut y avoir tout à fait des demandes d'informations faites par des élus pour savoir davantage, mieux, comment se sont produites, comment se sont faites les décisions à cette époque au sommet d'État. Je suis désolée, je rebondis à nouveau, mais nous, sur ce sujet-là, entre autres, on a des questions, alors pas du tout dans une volonté de complot ou avec des idées préconçues, mais sur des faits très précis, notamment le fait que, par exemple, la maison d'Abdallah Sennoussi en Libye, qui se retrouve au milieu d'un quartier absolument résidentiel, ça a été une cible. Voilà, c'est un endroit qui a été visé, et pourquoi ? Il n'y avait personne dedans, c'est au milieu d'un quartier résidentiel, ça avait quand même un mort. Vous voyez, il y a quand même des choses qui questionnent. On n'est pas du tout dans l'idée qu'il y a eu une mise à mort quelconque. Mais bon, il y a tellement de zones d'ombre, il y a quand même tellement de choses étonnantes et de rebondissements dans cette affaire que on est quand même tous susceptibles de passer à côté de certains détails. Quoi. Donc, Oui, merci. Désolé, hein, je repose des questions. J'en avais deux cette fois aussi. La première, c'est sur les personnes qui ont été présentes et absentes du procès. Quelle a été l'ombre de Taqiyédine lors de ce procès-là, parce qu'il est mort un peu avant. Mais aussi, il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont été condamnées qui n'étaient pas là, qui sont encore recherchées. Je crois qu'il y a les mandats d'arrêt envers ces personnes-là. Et quelle a été la place que ces personnes ont prise ou que leur absence a pris, notamment pour les personnes plus du côté libyen, je crois, qui étaient absentes. Et ensuite, ma deuxième question, c'est par rapport notamment au traitement médiatique aussi. On parle énormément, voilà, on accuse les juges rouges et puis la presse, qui sont ces contre-pouvoirs au pouvoir législatif et exécutif. Mais j'ai très peu vu critiquer les enquêteurs, donc les policiers, les procureurs, qui sont quand même ceux qui ont fait tout le travail pendant des années. Et les juges, à un moment, ils ont pendant quelques mois écouté tout ce qui s'est dit, puis ils ont pris une décision. Les journalistes ont enquêté de leur côté aussi, mais comment vous analysez du côté
de Mediapart, mais aussi vous qui y avez été, cette occultation en fait de fonctionnaires à un moment, d'enquêteurs, mais aussi du parquet, qui ne sont pas accusés, eux, d'être des opposants ou peut-être un peu une officine quand même, mais pas de la même façon que les juges et les journalistes. Ouais, allez-y. Ouais. Ouais. Alors, ils ont été accusés, hein, les magistrats, les juges, mais les magistrats, au moment de leur réquisition, notamment, ont été fortement attaqués par le clan Sarkozy et également par la presse. Hein. Moi, j'ai en mémoire, parce que vraiment, ça m'a beaucoup marqué, mais les commentaires de Jean-Michel Apathy sur Quotidien expliquant que jamais un procureur ne pouvait dire telle ou telle chose parce qu'il s'agissait quand même de Nicolas Sarkozy. Donc si, ils ont été vertement attaqués, puis vertement attaqués au sein du tribunal, entre autres par Nicolas Sarkozy, mais par les autres prévenus. Ça a donné quand même échange à des joutes verbales assez cocasses, mais ils se sont pas démontés. Les enquêteurs. Les enquêteurs, ils n'étaient pas si nombreux, donc ils sont pas. C'était un peu compliqué de les attaquer parce qu'il y avait comme. Alors je recite Fabrice Arfi parce que bon, c'est lui qui a fait quand même le plus d'articles avec Karl, mais comme il dit, il y a eu quand même plus de policiers mobilisés pour accompagner Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé que sur toute l'enquête. Des financements libyens, quoi. Et alors je sais plus si c'est le commissaire ou l'inspecteur, je sais plus, je mangeais son titre, mais qui est venu témoigner à la barre, lui aussi a été attaqué. Il a été attaqué de liker les publications de Mediapart sur les réseaux sociaux. Voilà, pour dire à quel point il avait été retourné. Mais pourtant, vraiment, quand il nous explique le déroulement de son enquête et de son travail qui a été quand même assez solitaire, c'est hallucinant, quoi. Il a battu le travail de je sais pas, de 10 hommes ou de 20 hommes. C'est incroyable. Donc bon, il a été attaqué, mais ils se sont fait plus discrets parce que je pense qu'ils s'attaquaient à des choses un petit peu trop tangibles. Et concernant les grands absents, oui, forcément, Ziad Takieddine, hein, on l'a attendu chaque jour, espérant qu'il vienne nous raconter une énième version de l'histoire des financements libyens, parce qu'effectivement, il y a eu quand même plusieurs choses dites, redites et changements d'avis, mais le fait est que beaucoup de choses de ce qu'il a dit ont été avérées. Mais il n'y a pas eu un jour, je pense, où il n'a pas été cité, que ce soit par les procureurs ou en tout cas par les prévenus. Donc c'est vrai qu'on aurait beaucoup aimé qu'il soit là, et son départ un peu prématuré, 48 heures avant la fin du jugement, a forcément été pour chacun d'entre nous un petit sursaut en disant tiens, voilà, calendrier une fois de plus, hein, on ne choisit pas. Et pour les autres absents, Béchir Saleh, c'est bien dommage parce que c'est vraiment quelqu'un à qui on aurait eu énormément de questions à poser, mais qu'on ne désespère pas d'entendre un jour et de faire entendre, parce qu'il a demandé à témoigner en vidéo, enfin à faire une vidéo, à produire une vidéo au tribunal. Ça a été renvoyé au fond, donc ça a été plus ou moins refusé par le tribunal. Il est toujours en Afrique du Sud, hein, apparemment. Ouais. D'après les dernières informations d'Alexandre Joury, donc voilà. Après, ça dépend. Vous avez des bonnes sources. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend quel crédit on accorde à Alexandre Joury, mais bon, comme ils sont très très amis et que ça, pour le coup, ça a été avéré qu'il y avait un lien très très fort entre ces deux hommes, pourquoi pas. Je pourrais pas vous dire. Ça, c'est le choix du tribunal. Alors, c'est probablement motivé dans le jugement, honnêtement, mais pour avoir lu toutes les pages, pourtant, je n'ai pas souvenir de l'argumentaire de la juge. Non. Si ça vous va, on va prendre peut-être les dernières questions. Juste une petite question. Je voudrais faire un tout petit bond en avant. On a vu qu'après la condamnation de Nicolas Sarkozy, il était passé au JDD et que suite à son interview au JDD, il y avait une dizaine d'avocats à Paris qui avaient porté plainte contre lui. Alors je ne sais pas s'il avait porté plainte, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour, je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais c'était pour, il portait préjudice, disons, à la justice et au métier d'avocat, etc. Suite à ça, Nicolas Sarkozy continue à prétendre que le document fourni par Mediapart est un faux, c'est-à-dire que le document qui a été avéré par 3 fois, c'est ça, quand même, en jugement, en premier jugement, en appel, en cassation, à chaque fois ça a été avéré comme étant invéridique. Véridique matériel et intellectuel. Nicolas Sarkozy continue de prétendre que c'est un faux sur TF1, sur le JDD, etc. Ma question est toute simple. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'en ayant la totalité des informations, c'est-à-dire en sachant, les journalistes savent les résultats des
des différents appels, des différentes cassations, etc. Comment Sarkozy peut dire ça aujourd'hui sans qu'un journaliste le chope? C'est-à-dire que quand on entend Sarkozy prétendre à BFM TV, prétendre à TF1 que ce document est faux et que le journaliste en face dit oui, moi je pète un plomb quand j'écoute ça à la radio, quand je vois ça à la télévision. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que ça arrive? Alors il y a quelque chose qui n'a pas aidé. C'est que la juge, pour le coup, a dit elle-même que c'était un faux. Et là, ça a été source de confusion, parce que évidemment, le clan Sarkozy s'est jeté là-dessus pour dire, regardez, alors en faisant mine, évidemment, de faire croire que l'accusation reposait sur ce seul document, ce qui est loin d'être le cas, comme le film que vous avez vu l'a bien montré. Donc, même s'il n'y avait pas cette note-là, il y aurait quand même tout un paquet d'autres éléments matériels qui permettaient de soutenir l'accusation. Et d'ailleurs, donc c'est en ne tenant pas compte finalement de cette note que le verdict a été celui-là. Mais en l'occurrence, oui, bon, après, ça peut donner lieu à différentes conjectures sur pourquoi elle a fait ce choix-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est curieux, quoi, d'un point de vue judiciaire, où effectivement, elle dit quelque chose qui va contre, comme vous l'avez dit, plusieurs décisions de justice à la suite, jusqu'à des décisions au niveau les plus ultimes, quoi, de la chaîne judiciaire, qui effectivement dit non, ce n'est pas un faux. Elle dit quelque chose d'un peu subtil en disant elle ne peut pas exclure que ce soit un faux. Ouais, je me souviens plus de la phrase exacte, mais c'est ça, c'est que c'est un élément trop fragile et qu'elle ne peut pas exclure que c'est un faux, donc elle ne le retient pas pour l'accusation. Mais quelque part, elle n'exclut pas non plus que ça puisse être un vrai, mais elle le dit pas de cette façon. La manière dont c'est tourné, quand même, c'est difficile d'avoir une autre lecture. Et du coup, je pense que ça a participé comme ça de la confusion, et ensuite, sur le reste, je ne peux que partager votre consternation, quoi. Et de manière plus générale, si on sort de l'histoire de cette note, là, ce qui est fascinant, quand on voit les exercices que Sarkozy a fait à plusieurs reprises au JT de TF1, en fait, au-delà même de cette note, encore une fois, il fait c'est pour ça qu'on peut que s'interroger sur le fonctionnement des médias, c'est qu'ils font ces exercices-là devant des présentateurs télé qui sont pas du tout experts du sujet. Donc en fait, tout le dispositif est fait pour entendre une vérité, et effectivement, ça c'est quelque chose qu'on rappelle souvent aussi dans les affaires de ce type, quand ça touche des responsables politiques. Pour n'importe quel autre prévenu, en fait, il n'a pas forcément droit comme ça à avoir son moment de gloire médiatique où il va donner sa version, et puis avec quelqu'un en face de lui qui n'est pas expert du dossier et qui se contente d'aligner quelques questions, quelques vagues relances, quoi. Il y a vraiment un truc dans le politico-financier qui est particulier, c'est que les responsables politiques, du coup, ont une sorte de privilège, pour le coup, qui est d'avoir un accès à des médias généralistes, grand public, pour donner leur propre version, quoi. Alors après, il y a des fois où ça peut se retourner. Là, alors, je sais pas si c'est cette émission-là, mais où effectivement Henri Guénaud se retrouve face au présentant, c'est Tristan Valdex, complément d'enquête, qui pour le coup, lui, avait bossé le sujet. On l'avait beaucoup briefé. Et Guénaud se retrouve, il peut pas faire les éléments de langage habituels parce qu'en face, le journaliste a dû répondre. Et ça se voit même physiquement, si vous regardez l'émission, Monsieur Guénaud, c'est quelqu'un qui a des tics nerveux, et on le voit monter en pression au fur et à mesure de l'émission, et vraiment, c'est assez impressionnant à voir, parce qu'il est de plus en plus pris au piège, mais bon, ça l'empêche pas de nier toujours. Mais... Ok, merci beaucoup à vous deux. Merci. Donc, on peut prolonger avec ce complément d'enquête, on peut prolonger aussi avec cette bande dessinée. On peut citer aussi le livre qui était sorti en 2017 de Fabrice Arfi et Karl Lasquet, qui s'appelait Avec les compliments du guide. Peut-être dernier mot. Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de Mediapart dans la salle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lecteurs de Mediacité. Si, merci. C'est juste mon quart d'heure marketing pour vous dire qu'actuellement on est en campagne de mobilisation sur Mediacité, donc pour tout simplement nous faire connaître et découvrir de nouveaux lecteurs. Je fais circuler quelques petits flyers si jamais ça vous intéresse.
avec un code promo qui avait été... enfin voilà, une offre commerciale, on va dire, qui a été faite pour un festival qu'on a organisé notamment ici à l'Aquarium il y a quelques semaines, qui est toujours valable si vous flash codez derrière, mais on ne trouve pas le lien en dehors de ce flyer. Donc si jamais ça peut intéresser certains, je vous fais passer ça. Merci encore à l'Aquarium, à vous pour votre présence. Et puis la prochaine date, soirée Médiacité ici, je crois que c'est j'ai noté ça, le 26 janvier 2026. On n'a pas encore la programmation, mais voilà, ça viendra. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Merci.